Bonjour, bienvenue au nouvel épisode du podcast avec un E. Aujourd'hui, vous êtes avec Jessica et Alexandra. Aujourd'hui, on avait l'honneur, en fait, de recevoir Marie-Ève Surprenant, qui est la coordonnatrice de la table de concertation de Laval en conditions féminines et sociologue de formation. Fait qu'on a abordé plusieurs sujets, en fait, avec Marie-Ève concernant justement tout ce qui est au niveau de la condition féminine. Là-dessus, on vous souhaite une très bonne écoute. C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut... Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivantes. C'est la culture du viol. Bienvenue Marie-Ève, bienvenue au podcast avec un E. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir jaser avec toi. On peut se tutoyer? Ben oui, avec plaisir. Donc, en même temps que ça soit réciproque. Ben oui, certainement. Oui. C'est ça, ça nous fait vraiment plaisir là, d'apprendre à te connaître parce que nous, en fait, on a fait la lecture de ton manuel qu'on a juste ici. Fait qu'on avait envie de jaser avec la femme qui avait fait l'écriture de ce livre-là. Mais avant toute chose, c'est qui Marie-Ève? Qui est Marie-Ève Surprenant? Grande question. Qui est-elle? Une femme, une mère, une militante féministe, une sociologue de formation. Puis depuis presque 20 ans déjà, coordonnatrice de la table de concertation de Laval en conditions féminines, qui est un regroupement en défense collective des droits des femmes. OK. Ex-conseillère municipale aussi, tu sais, manquait de passe-temps, là. Ouais, c'est ça. Très engagée, là. Puis si on part de la base, qu'est-ce qui t'a amené en sociologie? Je pense que je suis une personne d'abord et avant tout passionnée des enjeux sociaux, qui veut comprendre les choses, qui a besoin d'avoir du sens aussi. Puis, disons que j'ai eu un coup de foudre au cégep avec une super prof de sociologie, fait que ça me rejoignait beaucoup. Enfin, les enjeux de société, tu sais, de comprendre dans le monde dans lequel on est, puis les perspectives, puis pas toujours ramener ça à des choix individuels. Il y a un contexte qui fait on peut faire des choix ou on peut pas faire des choix. C'est tous les enjeux de classe sociale, de point de vue situé, tout ça. Puis, donc, j'ai poursuivi à l'université. Puis, je dirais que ça a été après un coup de foudre pour les études féministes qui ont amené encore plus de sens, là, puis de précision, ou en tout cas qui m'a plus interpellée, moi, comme militante féministe, comme jeune femme aussi, parce que je dirais que les études féministes, c'était quand même peut-être un balbutiement, là, plus que 20 ans, là. Mais je pense un lieu de référence, en fait, ou plus un sentiment d'appartenance, là. Ouais. OK. Puis est-ce que tu as l'impression justement que le féminisme est rentré dans ta vie à l'université quand tu as eu ces cours-là? Ben, je pense que d'une façon peut-être plus consciente ou théorique, je pense que comme la plupart d'entre nous, le féminisme, ça avait fait partie de ma vie avec des modèles de femmes inspirantes, dont nos mères, nos grands-mères, qui ont, à travers les époques, tenté de s'émanciper, d'avoir plus de liberté, tout ça, mais il n'y avait peut-être pas nécessairement de mots pour qualifier ces attitudes-là, ou puis pas nécessairement de références théoriques à des autrices ou à des concepts. Puis, je pense que c'est quelque chose aussi, au primaire, au secondaire, au cégep. C'est avant les médias sociaux, là, à cette époque qui nous apparaît très lointaine, où les contacts avec le féminisme ou même le mouvement des femmes étaient, il y avait peu d'écho dans les médias traditionnels, dans ce qui nous était enseigné aussi. Donc, ça a été vraiment une découverte pour moi à l'université. Effectivement, on parle pas du mouvement féministe au secondaire, ou malgré que ça l'a marqué. On va toujours apporter la fameuse date où est-ce que les femmes ont obtenu le droit de vote, mais on parlera jamais de tout le cheminement, de toutes les autres causes, les autres mouvements, en fait, qu'il a fallu défendre là, pour vraiment en arriver aujourd'hui où est-ce qu'on est, là. Fait que super. Oui, super c'est toute intéressant. l'invisibilité du parcours des femmes puis de la contribution des femmes à nos sociétés. Je pense que c'est ça aussi que, tu sais, qu'avec les études féministes, ça nous montre un autre regard sur les études aussi, comment, en fait, on a choisi, tu sais, historiquement de mettre ça sur des
des conquêtes ou des aspects politiques. Tu sais, les faits qu'on nous rapporte d'un point de vue historique, ben, tu sais, sont pensés par des hommes parce que c'était valorisé par les hommes, mais tu sais, toutes les contributions sociales, c'est pas vraiment ça qu'on nous montre, mais pourtant, c'est ça qui a transformé le plus nos sociétés. Tu sais, l'éducation, la santé, les organismes communautaires, ben, c'est des femmes qui les ont portés, mais c'est pas nécessairement ça qui est mis de l'avant. Fait que c'est difficile aussi, comme jeune femme, d'avoir accès à ce savoir-là. Puis, ben, comme il est invisibilisé, ben, on le banalise, tu sais, aussi. Ouais. Effectivement. Puis c'est intéressant que tu parles d'organismes communautaires portés par des femmes parce que tu es la cordeau de la table. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? De notre regroupement? Oui. Ouais, qu'est-ce que c'est, en fait? Pour Oui, les gens ben, qui ne savent pas, là. oui, ben c'est sûr, là, c'est quand même obscur. En fait, ben, on est un regroupement de groupes de femmes, de groupes communautaires, de comités femmes de syndicats, donc une pluralité d'organisations qui ont un objectif commun qui est l'amélioration de la qualité et des conditions de vie des femmes. Nous, en l'occurrence, on est dans la région de Laval, donc des Lavalloises. Mais il y a une table de groupes de femmes comme nous dans chacune des 17 régions du Québec. Donc, vous êtes à Trois-Rivières, vous avez la table de la Mauricie. Donc, Oui. l'intention, c'est en fait de concerter, d'offrir un espace de dialogue avec les groupes qui interviennent au quotidien dans différents axes d'intervention, que ce soit violence conjugale, violence sexuelle, employabilité, santé, immigration. Donc, c'est des organismes qui ont toute une préoccupation de l'amélioration des conditions de vie des femmes, mais parce qu'elles donnent des services directs à la population, elles ne se côtoient pas toujours au quotidien. Donc, nous, ben, on les regroupe pour approfondir des thématiques, voir est-ce qu'il y a des enjeux émergents, y a-t-il des problématiques sur le terrain. Puis, ben, au final, notre rôle, c'est autant développer des outils, des formations, faire des recherches pour documenter des enjeux, mais aussi porter des revendications, être un peu le porte-voix des femmes sur le terrain pour qu'on connaisse mieux leurs besoins, leurs réalités, puis qu'on mette en place des initiatives qui répondent à leurs besoins. Mm-hmm. En vue d'atteindre l'égalité, rien de moins. Effectivement, nous aussi, là, au Calax, à Trois-Rivières, on est sur la table, là, en fait, de concertation du mouvement des femmes en Mauricie. Fait que oui, c'est vraiment je pense que c'est un bel endroit, en fait, où est-ce que on peut en apprendre plus aussi sur les autres organismes. Puis finalement, on se rend compte qu'on se bat toutes pour la même chose, tu sais. C'est ça qui est beau aussi, là, dans ces moments-là, dans ces milieux-là, c'est qu'on est comme, tu sais, chacun de notre côté, oui, on œuvre sur différents tableaux, on a différentes missions, mais au fond, ce qu'on veut, c'est que les femmes aient accès à tout ce qu'elles doivent, en fait, avoir accès, là, tu sais, juste à la base, là. Tu sais, qu'on parle d'un logement, qu'on parle d'un service de santé, qu'on parle... Fait que, tu sais, c'est vraiment beau, là, en fait, là, justement, que ça existe, là, tout simplement. Tout simplement. Ben oui, puis dans le fond, dans toutes les luttes, ensemble, on est plus fort. C'est important de développer des alliances, des collaborations, puis on fait un travail sur du long terme aussi, hein, de sensibilisation, de transformation des mentalités. Fait que des fois, on voit pas les résultats concrets de nos actions, puis on peut être découragé. Mais le fait d'être ensemble, on peut aussi avoir un peu plus de recul puis se dire, on a franchi des étapes, tu sais, ce qu'on a dit l'autre fois, il y a tel partenaire qui l'a répété ou qui a posé une action, donc c'est pas vain, mais ça prend de la patience quand même. Oui, effectivement. Puis ce qui est le fun aussi, c'est le fait que on est des femmes qui se regroupent pour les femmes, puis notre message, il va être entendu par nous, tu sais. Ça sera pas un homme, ou tu sais, comme avant, qu'il fallait vraiment avoir une figure pour porter un message, pour essayer de se faire entendre. Puis là, c'est vraiment ça aussi que j'ai l'impression qu'on retrouve aussi dans ces tables-là, en fait, parce que la force du nombre, tu sais, on dit toujours, on le voit pas immédiatement, comme on dit, mais sur le long terme, là, on se rend compte que finalement, on en déplace des murs, puis on avance, là, vraiment, là, au niveau des luttes, là, envers les femmes. Oui, puis tu sais, si je fais du pouce là-dessus, tu sais, c'est un espace aussi pour s'autodéterminer dans nos luttes. C'est important d'avoir des espaces non mixtes où les femmes peuvent se retrouver, peu importe qu'elles soient gestionnaires, intervenantes, animatrices, dans des milieux de vie, agentes de proximité, partager des réalités, mais aussi dans un espace sécuritaire où il y a moins de rapports de pouvoir,
Tu sais, qu'on n'a pas besoin de censurer, ou si on peut témoigner des obstacles ou des microagressions, des violences qu'on peut vivre, puis déterminer ensemble c'est quoi nos priorités, puis c'est quoi les moyens puis les stratégies qu'on va déployer sans se faire dire « Ah, ça, c'est un peu trop radical, ça, c'est un peu trop bousculant. » Tu sais, c'est aux femmes de décider c'est quoi leur priorité, puis c'est quoi leurs moyens. Puis c'est ça qu'on voit aussi, c'est la multiplicité des actions qui a un impact, puis ce qui va être prioritaire puis juste comme moyen en Mauricie va être différent à Laval ou va être différent en Afrique, mais ça va varier selon les époques. Puis c'est ça qui est beau, c'est de redonner le pouvoir aux femmes de choisir pour elles-mêmes leurs moyens d'action sans se faire dire quoi, comment, par qui. Oui. Tu peux me reprendre si je me trompe, mais je pense qu'on n'est pas obligé de faire partie d'un organisme pour devenir membre à la table, hein? Mais ça dépend, ouais, c'est ça. Chaque région puis chaque table a sa spécificité. Comme on a tous des noms différents juste pour mélanger les gens, là. On est comme ça, nous. Ouais. Fait qu'il y en a qui regroupent des organismes, certaines juste de groupes de femmes. Nous, on a des groupes mixtes aussi parce qu'on a on a peut-être notre nombre d'organismes femmes est moins nombreux. Puis si on était juste avec les quelques groupes de femmes, ben on n'aurait pas une représentativité aussi de tous les enjeux qui sont traités. Puis on a des membres individuels, puis on a des membres institutionnels aussi pour avoir des partenariats. Comme des fois avec un centre de service scolaire, ben, il y a la formation aux adultes, c'est important de savoir les réalités des femmes qui font un retour aux études, les enjeux, tout ça. Donc, ça va varier d'une région à l'autre selon le nombre et la composition des organismes sur le territoire, là. Fait qu'une personne, mettons, qui est dans le coin de Laval, qui désire s'impliquer vraiment au niveau des luttes, être informée, pourrait aller, dans le fond, vous retrouver, s'inscrire individuellement, puis contribuer à Tout sa à façon. fait. Tout à fait. Puis, tu sais, je tiens juste à préciser pour le bénéfice des auditrices que Ben aussi, oui. ça passe pas juste par un membership. Il y a beaucoup d'activités publiques, d'événements, tu sais, de sensibilisation, de conférences, de publications aussi, de rapports de recherche, de livres qui sont accessibles sur le web ou des activités grand public qui n'a pas besoin d'un membership. Là, on est accueillante de même, là. C'est parfait. C'est parfait. Puis là, dans le fond, ce que j'entends, c'est que ça fait près de 20 ans là, que t'es cours d'eau là-bas. Ben oui, déjà. Ouais, ça passe vite. Est-ce que c'est immédiatement après tes études, dans le fond, en sociologie, comme que t'es arrivée sur la table ou comme t'as eu d'autres expériences? Ben, j'imagine que t'as eu d'autres expériences en lien avec peut-être d'autres organismes féministes ou... Ben, en fait, c'est pas mal ma première expérience de travail professionnel dans le mouvement des femmes. Tu sais, je dirais que ce qui m'a amenée à la TCLCF, c'est que, ben, tu sais, j'ai fait un bac puis une maîtrise, fait que je suis restée quand même un petit bout à l'université. Pendant ce temps-là, j'ai travaillé beaucoup à l'université avec des contrats de recherche, avec l'Institut de recherche et d'études féministes, avec des comptes rendus de conférences, des colloques. Donc ça m'a ouvert la porte sur le mouvement des femmes que je connaissais pas tellement. Puis de voir ben, qu'il y avait d'autres choses, puis qu'il y avait une pluralité, une diversité d'organismes, de champs d'intervention et tout ça. Puis je me suis beaucoup impliquée dans la revue Féminitude, qui est la revue étudiante, la revue des étudiantes en études féministes. Donc ça a renforcé ma militance, puis ça l'a... Les études féministes, c'est pluridisciplinaire, fait que ça m'a fait rencontrer des étudiantes qui étaient en histoire, en sciences politiques, en sexo, tout ça. Fait que j'aimais cette pluralité de points de vue, de perspectives. Puis ça m'a fait toucher à tout dans l'autofinancement, la production d'une revue, les échéanciers, de la gestion, tout ça. Fait que ça m'avait vraiment interpellée. Ça a été très formateur pour moi. Puis quand je terminais mon mémoire de maîtrise, ben j'étais comme, éventuellement, je vais sortir de l'université puis j'aimerais bien avoir un emploi. Puis je me sentais pas nécessairement prête à me spécialiser. Tu sais, j'avais beaucoup d'intérêt pour plein d'enjeux féministes. Puis j'étais comme, c'est plus l'employabilité des femmes, c'est plus la santé des femmes, c'est les violences. Tu sais, dans le fond, avec un background de sociologie, c'était ça déjà inévitablement. Là, c'est très, très large. Puis ben, avec des collègues, dans le fond, qui m'ont... qui m'ont fait connaître le CEDAF, là, avec pour le centre j'ai essayé de dire l'acronyme, il est vraiment difficile là, par rapport à la condition féminine. Il y a un babillard d'emploi, il y a plein d'événements du mouvement des femmes. Puis c'est là que j'ai vu l'offre d'emploi pour la table de conditions féminines. Puis tu sais, honnêtement, je connaissais très peu les tables de groupes de femmes, les organismes communautaires, mais j'ai été interpellée par
justement la polyvalence, tu sais, le côté concertation, puis la possibilité d'apprentissage, en fait, là, de mieux connaître le mouvement des femmes, puis de ne pas avoir à me spécialiser tout de suite dans un champ d'intervention. Puis ben, finalement, je suis restée là. C'est Ben, trop le fun. tu l'as très bien expliqué, tu sais, dans un sens, tu as étudié en sociologie, mais je veux dire, en socio, c'est très large, tandis que à la table, ben, c'est ça que tu retrouves aussi, comme que tu l'as bien expliqué, parce que tu vas vraiment toucher encore à tout, là. Tu vas vraiment pouvoir voir la perspective des femmes, mais dans toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, là, à ce moment-là. Fait que c'est comme le meilleur des deux mondes, là, en fait, là. Ben oui, en tout cas, pour le moment, ça me convient. Puis ce que j'aime, c'est aussi, tu sais, comme regroupement, ben on est aussi, tu sais, à l'affût de la conjoncture, de l'actualité. Donc, on ne le sait pas d'une année à l'autre, justement, sur quelle problématique on va travailler, sur quel enjeu. Il y a des axes d'intervention de fond, la santé, ça reste la conciliation travail-famille ou la représentation des femmes en politique. Les enjeux, ne changent pas tant que ça, mais il y a des enjeux émergents, il y a un approfondissement sur le terrain aussi, puis d'avoir la chance de travailler avec les intervenantes qui, elles, au quotidien, travaillent avec les femmes. Ben, c'est d'une richesse de comprendre les différentes réalités, puis ça nous amène à développer des projets ou des choses que 2 ans avant, on ne saurait pas qu'on ferait ça, là. Fait qu'on s'ennuie pas. Ben non, c'est ça, parce que comme tu dis, les besoins restent similaires, mais il y a quand même des priorités qui sont plus actuelles d'une année à l'autre. Puis de ce que j'entends, puis en tout cas, c'est comme ça un petit peu à Trois-Rivières, là, mais les moyens d'action sont vraiment variés à la table, là. Ils sont vraiment réactifs, puis dès qu'il y a quelque chose, ils mettent quelque chose en place. Par exemple, cet été, on a organisé une manifestation. Tout de suite, la table sont venus nous aider, puis on a vraiment organisé ça en partenariat là, pour saisir l'opportunité. Là. Ah oui, en 24 heures. Ouais, 24 heures, on a organisé une manifestation, la table était là. Mhm. Envoyer un message à tous ses membres sur la table. Fait qu'on s'est retrouvés quasiment une centaine, Ouais, à peu Wow. près. Fait que, tu sais, on voit vraiment justement l'importance là, d'organismes, en fait, comme les tables, tout, Mhm. pour tous les organismes communautaires, là, en fait. Ouais, ben le réseautage, les collaborations, c'est vraiment précieux, là. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais qui te rend le plus fier dans ton rôle à la table? Ah, ben, il y a plein de choses qui me rendent fière. Mais, tu sais, je pense que je suis fière des réalisations de notre groupement, mais je pense que ce qui me rend le plus heureuse, moi, personnellement, Ouais. c'est avoir la chance de côtoyer autant de femmes extraordinaires qui font une différence exceptionnelle au quotidien dans la vie des femmes. Je me sens tellement privilégiée de côtoyer des intervenantes qui ont une expertise, une compréhension fine des réalités des femmes, puis qui sont des militantes, puis des femmes bourrées d'énergie puis de conviction, puis ça, c'est vraiment inspirant, là. Vraiment. En tout cas, tu sens vraiment sur ton X. Surtout que là, ça fait 20 ans. Fait que j'imagine que, tu sais, ça, hein, on a dû tomber dans le meilleur des deux, là. Ah, ben, tu sais, je cacherai pas qu'il y a des hauts puis des bas parce qu'on est en lutte. Puis des fois, ben, nos revendications, ils avancent pas aussi vite qu'on voudrait. On frappe des nœuds. Ben, tu sais, il reste qu'il y a de l'antiféminisme, il y a des résistances. Puis des fois, on est vraiment découragés. Puis c'est sur du long terme aussi. Puis des fois, ben, on s'y attend pas. Puis malgré ce chemin sinueux, on arrive à mettre en place des choses. Puis pour répondre à votre question de qu'est-ce qui me rend le plus fière, si je peux donner un ou deux exemples, ben, on a milité depuis longtemps pour une plus grande représentation des femmes dans les sphères de pouvoir. Puis la politique, c'est une sphère de pouvoir, mais l'implication citoyenne aussi est vraiment importante, de diversifier les lieux de prise de parole, de prise de pouvoir. Puis on a revendiqué pour avoir la création d'un conseil des Lavalloises, à l'inspiration du conseil des Montréalaises. Puis après des années de revendication, aller au conseil de ville avec des citoyennes, de prendre la parole. Bien, en 2020, le conseil des Lavalloises a été créé. Puis là, maintenant, on a des citoyennes qui peuvent aviser le conseil de ville sur des actions prioritaires, amener des recommandations. Puis, en même temps, c'est un exercice citoyen vraiment riche. Donc, ça, on est super fiers. Puis,
Mais aussi, avec nos membres, on a travaillé depuis longtemps au développement stratégique d'une première ressource d'hébergement pour femmes violentées vivant des problématiques multiples. Parce que nous, à Laval, on a très, très peu d'organismes d'hébergement femmes. On en a 3 qui sont en violence conjugale. C'est hyper important, mais on sait très bien qu'il y a des femmes qui vivent plein d'autres problématiques, dont la violence conjugale, mais des fois, c'est les conséquences des violences, qui ont de la précarité économique, des troubles de santé mentale, la consommation, tout ça. Donc, on n'a aucune ressource d'hébergement à Laval. Donc, les femmes sont systématiquement référées hors région. C'est encore plus dramatique quand elles ont des enfants parce que le peu de réseau qui leur reste, ben, ils sont déracinés, tout ça. Donc, on a travaillé pendant 5 ans là, à la création de cette ressource-là. Puis, elle a été incorporée il y a 1 an. Donc, on fait du développement de ressources aussi. Fait que, tu sais, on fait des affaires qu'on n'aurait jamais pensé qu'on aurait faites. Puis, ben, ça nous rend très fiers. Ça me fait penser un petit peu à la ressource, dans le fond, comme le Fort, ici à Trois-Rivières. Ouais. C'est vraiment une maison d'hébergement pour femmes en violence conjugale, mais aussi femmes en difficulté, justement. Vraiment similaire, puis c'est vraiment une belle ressource. On fait souvent des références, il y a même des activités externes. C'est vraiment un petit bijou là, dans la région. Oui. Vraiment, parce que souvent, ben, comme tu as expliqué, c'est que oui, il y a la violence conjugale, mais il y a comme beaucoup de choses qui sont arrivées durant ce temps-là que la femme a été prise, en fait, dans un milieu malsain. Fait que souvent, tu sais, nous, on a d'autres maisons aussi où est-ce qu'on va référer, mais quand on voit que c'est vraiment plus large, que là, il y a comme d'autres problématiques, justement, ben, tu sais, nous, on en a une, fait qu'on, la plupart du temps, en fait, là, on va référer, on réfère partout, parce qu'il faut, mais je veux dire, c'est vraiment le fun, en fait, d'avoir justement quelqu'un qui va vraiment couvrir là, plus qu'un créneau, en fait, là, à ce Oui, moment-là. bien, tout à fait. Tu sais, ça va dans la perspective d'amélioration des conditions de vie des femmes, c'est de pouvoir, on espère, avoir une ou des ressources qui peuvent accueillir les femmes dans leur globalité, puis de traiter l'ensemble, parce que, tu sais, des fois, on prend pour une cause qui est en fait une conséquence. Tu sais, des fois, la consommation ou santé mentale, ben c'est pas une cause, c'est la conséquence de souffrance, de violence. Puis, ben, c'est un symptôme, en fait. Fait qu'il faut aller à la racine du problème. Puis ça, ben, ça prend un temps, ça prend un lien de confiance. Il faut que les femmes puissent se déposer, d'être accompagnées, d'être à leur rythme. Fait que ça, c'est précieux. Puis on trouvait que c'était un incontournable. Donc, je vais le nommer. Là, donc, c'est la maison Marie-Marguerite là, qui vient d'être créée à Laval. Parfait. On pourra le mettre dans les liens, je pense. Ouais, quand on va mettre le balado en ligne. Pour les gens qui vont vouloir, on va pouvoir mettre le lien, en fait, de la maison. J'imagine qu'ils ont un site Internet. Bien, c'est en démarrage, fait qu'il y a une page Facebook, mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'hébergement. C'est des services externes avec des groupes et tout ça. On espère que le financement va arriver, qu'on va pouvoir ouvrir le volet d'hébergement parce qu'on sait que c'est ce qui est le plus névralgique, hein, d'avoir un toit sur la tête puis d'avoir un temps pour se reconstruire, là. Tu sais, tout à l'heure, on l'a nommé, tu portes 1001 chapeaux, que ce soit maman, cordeau, tu sais, 1001, comme je dis. Mais t'en as ajouté un autre, celui d'autrice. Donc, tu as écrit là, le manuel de résistance féministe. Peux-tu nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui t'a inspiré? De où ça vient cette idée-là, en fait? Bonne question. Bien, en fait, ça sera pas un gros scoop. Ça vient de la table de concertation de Laval en conditions féminines. Donc, tu sais, moi, je suis une composante de cet organisme-là, puis c'est, comme je vous l'ai dit, c'est de côtoyer, tu sais, plein d'intervenantes puis de militantes qui m'inspirent beaucoup. Puis en fait, quand je suis arrivée à la TCLCF il y a presque 20 ans, donc c'était en 2004, ben, on était dans une grande mouvance antiféministe, masculiniste. Donc, les groupes d'hommes, certains étaient très, très visibles dans leur... Tu sais, c'était beaucoup la revendication pour la garde des enfants et tout. Étaient très virulents, s'attaquaient aussi aux groupes de femmes et tout ça. Puis dans le fond, c'est nos membres qui nous disaient en rencontre de concertation, elles observaient que quand elles étaient dans des environnements mixtes, dans des lieux de représentation, que ce soit avec le réseau de la santé, avec des municipalités ou d'autres tables de concertation sectorielles, ben, elles passaient plus de temps à rétablir les faits en matière d'égalité, en violence sexuelle, en violence conjugale, au niveau de l'employabilité, d'équité salariale, name it,
que de faire avancer leurs revendications ou pouvoir poser des actions ou avoir des meilleurs services pour les femmes. Donc, c'est extrêmement énergivore. Puis, à un moment donné, il y a une confusion. C'était beaucoup le mythe de l'égalité déjà atteinte, de la symétrisation des problèmes des hommes par rapport aux femmes, hors contexte de discrimination systémique des femmes, puis de système patriarcal, puis des luttes féministes. Donc, c'est elles qui nous ont dit on aimerait ça avoir un petit outil clé en main où les mythes les plus récurrents par rapport à l'égalité homme-femme, au niveau de c'est ça, femmes et pouvoir, les violences, tout ça, puis les réponses, un argumentaire autant des statistiques, mais aussi des observations de terrain qui vont nous aider à, tu sais, en 2-3 minutes, là, on peut-tu faire voler un mythe en éclats, rétablir les faits, puis là, mettre l'attention sur les améliorations en termes d'égalité qu'on peut faire. Donc, fait que ça, c'était très parlant pour nos membres. Donc, on a répondu à leur appel, puis on a créé un guide qui s'appelait Paroles féministes contre le ressac. Donc, c'est un tout petit guide d'une 30aine de pages, illustré à la main, relié à la main, tu sais, un produit bien maison, qu'on a lancé en 2005 à la maison Parents Robac, donc qui regroupe plein de regroupements nationaux là, de femmes. Puis, tu sais, nous, on l'a fait d'abord et avant tout pour nos membres. Puis, c'est comme juste avant le lancement, tu sais, nous, on a des membres qui sont vraiment... c'est toutes des tannantes aussi, là. Puis elles se promènent d'une région à l'autre, puis elles amènent nos guides. Puis là, ça avait commencé à faire un petit peu de bruit, là, ce guide-là. Donc, on s'est dit, on va l'imprimer un petit peu mieux, puis on va faire un lancement en bonne et due forme. Puis on a été pris par surprise parce qu'on en a vendu, tu sais, ça coûtait 5$, là, 2000 dans la première année. Mon Dieu. Fait qu'on a passé notre vie au bureau de poste parce qu'on avait des demandes qui venaient de partout au Québec. On en a envoyé en Suisse, en France, en Belgique. Ça a eu vraiment un grand rayonnement parce que je pense que ça répondait à un besoin précis au quotidien des femmes de rétablir les faits puis pouvoir se dépatouiller là, des arguments antiféministes puis de rétablir les faits en matière de discrimination systémique puis de leur travail et tout ça. Fait que suite à la production de ce guide-là, on a eu des demandes de conférences, on a eu des demandes de formation. Donc, puis autant du mouvement des femmes que du mouvement syndical, parce que les comités femmes de syndicats vivent les mêmes rapports de force, je dirais, que le mouvement des femmes peut vivre dans la société en général. Tu sais, donc, un petit comité de femmes qui porte des luttes dans un organisme mixte, puis beaucoup d'organisations à prédominance féminine qui sont étonnamment peu représentées dans des lieux électifs aussi, tu sais, de la disproportion de représentation, la capacité de prendre la parole. Donc, on a été beaucoup interpellés par les syndicats aussi, fait que ça nous a amené, tu sais, je dis nous, moi, mes collègues aussi, avec qui j'ai travaillé à la TCLCF, à se promener partout au Québec, à rencontrer autant des groupes mixtes que beaucoup de femmes à travers le Québec. Puis ça, ça nous a alimenté constamment, tu sais, au niveau, malheureusement, toujours plus de mythes, mais aussi toujours plus d'arguments terrain parce que, en fait, nous, notre perspective, c'est que les femmes sont expertes de leurs conditions, puis les intervenantes, ils en savent bien plus que des fois elles pensent. Des fois, c'est plus la confiance. On se dit, tu sais, je suis pas une chercheuse ou j'ai pas les statistiques au bout de mes doigts. Mais quand tu peux avancer aussi que les maisons d'hébergement, c'est X refus quotidien pour manque de place, ça témoigne qu'il y a une forte prévalence de la violence conjugale. C'est aussi fort qu'une étude. Tu sais, l'expérience quotidienne aussi est importante. Donc, ça nous a vraiment beaucoup enrichi, alimenté, puis on l'a redonné en conférence, en formation, retourné. Puis, je me souviens pas en quelle année, là, au tournant des années 2010 ou un petit peu plus tard, il y a l'Intersyndicale des femmes, qui est un regroupement de plusieurs centrales syndicales, qui nous a interpellés pour nous dire, votre petit guide là, de 2005 de 30 quelques pages, il commence à dater. Là, est-ce que vous aimeriez ça le mettre à jour au niveau de vos statistiques, vos arguments? Mais il y a aussi d'autres champs d'intervention qui nous interpellent. Est-ce que vous aimeriez ça le bonifier? On pourrait vous supporter là-dedans. Oh, wow. Donc, nous autres, on était comme « wow ».
dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est répondre à un besoin, là. Puis ça nous interpellait. Puis là, ben, on s'est dit, OK, c'est une chouette proposition, il va falloir dégager du temps pour le faire. Mais aussi, c'était toute la question de notre vie au bureau de poste, là. Nous, on est d'abord et avant tout un regroupement de groupes de femmes, tu sais, ancré, terrain, Laval. On n'est pas une maison d'édition, on n'est pas un centre de distribution. Là, ça dépassait nos capacités d'action, puis ça nous détournait un petit peu de notre mission aussi. Donc, c'est là qu'on est allé cogner à la porte des éditions Remue-Ménage avec cette idée-là de guide, hein, parce que c'était pas un livre, c'était juste, on est arrivé avec notre petit guide de 32 pages pour dire on voudrait en refaire un. Juste qu'ils sont un petit peu plus beaux au goût du jour, là, tu sais. Ben, à peine, c'était pas tant nos préoccupations, nous autres, c'était surtout, voudriez-vous l'éditer pour nous, l'imprimer, puis surtout le distribuer? On veut plus en vendre nous-mêmes, tu sais, c'est ben trop de gestion. Puis, ben, c'est là qu'elles nous ont dit, ben, ça vous tente pas un livre, tu sais? Ah, OK. Tant qu'à y être. Oui, c'est ça. Ben, en fait, elle nous disait, tu sais, vu qu'on a une approche qui est quand même très pédagogique, vulgarisation, sensibilisation, ben, elle nous disait, tu sais, sur le marché, on n'en voit pas, tu sais, un peu comme un petit manuel d'autodéfense, Ouais. tu sais, qui est accessible, qu'on soit une militante aguerrie ou qu'on soit une jeune féministe de la relève qui est en apprentissage. On a toujours besoin de s'y référer. Fait que c'est elle qui nous a orientés vers un projet un petit peu plus ambitieux. Puis après, ben nous aussi, on s'est comme lâché lousse là, en se disant « Ah, mais tu sais, il y a tel enjeu, il y a tel autre enjeu. » Puis là, on est passé de 32 pages à, je sais pas, là, 150, 170, là. Fait que finalement, au départ, c'était vraiment un besoin de certaines femmes, de comme, hey, ça serait le fun, tu sais, d'avoir, justement, de détruire certains mythes. Tu sais, vous êtes, ben oui, tu sais, pourquoi pas? Puis finalement, ça a comme vraiment pris une envergure. Victime de votre succès, Ouais, là, c'est ça les mots que je cherchais, ouais. Ben oui, en fait, tu sais, je pense que c'est que ça répondait à un besoin, puis, tu sais, le manuel de résistance féministe, tu sais, c'est d'abord et avant tout un outil d'action politique, puis d'action militante, puis, tu sais, ça sert à ouvrir le dialogue, en fait, puis c'est ça qu'on trouvait super intéressant quand on faisait des ateliers, des conférences, tu sais, nous, on n'a pas la prétention d'en savoir plus que les femmes qui travaillent au quotidien avec les femmes, mais on arrive je pense, en leur redonnant confiance dans leur savoir, dans leurs paroles, dans leur intervention, en donnant un espace pour collectiviser, échanger, puis de réaliser, ben oui, on en fait au quotidien beaucoup, puis on en sait beaucoup plus, puis c'est pertinent notre action, puis dans le fond, renforcer ou soutenir la flamme militante aussi, là, pour continuer à avancer. Ouais. Vraiment. Puis c'est quoi qui a été le plus dur, selon toi, dans l'écriture? Ben, le plus dur, je pense que ça a été de ménager du temps pour le faire parce que j'ai pas pris un congé sabbatique, là, je l'ai fait dans le cadre de mes fonctions, puis j'ai été extrêmement privilégiée d'avoir une équipe puis un conseil d'administration surtout qui croyait en ce projet-là, puis qui a décidé de le faire sien, en fait. T'sais, moi, je l'ai écrit au nom de la table de concertation de Laval en conditions féminines. C'était pas un projet à titre d'autrice personnelle, c'est vraiment, c'est le bagage que j'ai développé puis qu'on m'a transmis au fil des années. Donc, elles y ont cru, puis ben, elles m'ont accordé du temps, donc en réduisant certains aspects de ma charge de travail, en reconnaissant ça. Mais c'est que ça reste un défi parce que ben on continue à faire de la défense de droit. Ben oui. Je pense fait que ça a été le plus grand défi aussi avec la conciliation travail-vie personnelle. Effectivement. J'imagine, tu sais, on part pas ah, je vais écrire un livre. Tu sais, on se dit pas ça tout bonnement, là. Fait que je vais prendre un petit 6 mois, là, pour tout mettre mes idées, puis après ça, ben, je reprendrai toutes les autres chapeaux que j'ai, là, en fait, dans ma tâche, là, tu sais. Oui, c'est ça. Ça a été de mener tout ça de front, là. Ouais. Mais ça a été aidant aussi d'avoir la collaboration avec Édition Remue-Ménage parce que quand tu fais affaire avec une maison d'édition, ben il y a une date d'échéance. Il y a quand même des prévisions de quel livre on va sortir cette année. Il va y avoir un lancement éventuellement, il va y avoir une impression. Fait que ça aidait aussi à
à s'organiser d'un point de vue d'échéancier, mais aussi de le prioriser, parce que c'est ça le risque, hein, quand on travaille en défense de droit, ben il y a des actualités des fois qui nous font diverger ou mettre l'attention sur autre chose, puis là, on se dit, ben là, l'écriture d'un livre, on fera ça plus tard, mais quand tu as des échéanciers, ben tu dis, non, non, là, on le fait, là. Ben On oui. planche, puis on y Ouais. va. Puis ça a dû être vraiment un travail de recherche, tu sais, ardu, là, vraiment, parce que, tu sais, j'ai fait la lecture de ton livre, puis c'est plein de statistiques avec toutes tes sources, puis c'est très clair, puis, tu sais, je pense que c'est ça aussi la richesse du livre, parce que quand tu regardes un point, là, que tu vas expliquer, peu importe le chapitre, après ça, c'est dur d'obstiner que c'est pas ça la réalité, tu sais. Ouais. Quand t'as fait toutes les recherches, quand que, tu sais, tout est bien expliqué point par point, tu sais, tu peux pas le nier, tu peux pas l'obstiner, là. Fait qu'il y a vraiment un beau travail de recherche derrière ce livre-là. Bien, merci. Puis, tu sais, je pense que ce qui a aidé, c'est que ça s'est pas fait en un jour. C'était le fruit de longues années, tu sais, déjà le guide Parole féministe contre le ressac, il y avait déjà des statistiques. Tu sais, on avait déjà nos mythes, puis le type d'arguments aussi qu'on pouvait y opposer. Puis avec les conférences, avec les ateliers, ben il y avait des PowerPoint, on mettait nos statistiques à jour aussi. Fait que, tu sais, on avait une bonne base, là. On partait pas de zéro, mais c'est sûr qu'après, quand on s'en va vers une publication, il faut tout vérifier, les statistiques changent, puis ça évolue encore, là. Il y en aurait plein d'autres à mettre à jour encore, là. Oui. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous nommer, mettons, juste 2, 3 exemples de mythes, sans élaborer les mythes, là, juste pour qu'il y ait un peu que les gens puissent placer un peu là, en quoi le manuel de résistance féministe explique, là, dans le fond. C'est quoi ça, ce manuel-là? Oui, c'est ça, tu sais, juste pour qu'ils puissent un peu s'imaginer là, qu'est-ce qu'ils pourraient y retrouver, en fait. Oui. J'ai regardé la table des matières, là. Non, mais en fait, tu sais, il y a différentes sections parce qu'on parle beaucoup des mythes puis de rétablir les faits. Ça, j'avoue que oui, c'est le cœur avec différents mythes sur autant, tu sais, le suicide, la garde des enfants, la violence, les violences sexuelles, décrochage scolaire, l'équité salariale, les femmes dans les postes de pouvoir, la conciliation travail-famille, la non-mixité, qui est un enjeu qui revient souvent, la Journée internationale des femmes, en as-tu besoin, pourquoi c'est que... mais il y a toute la partie avant sur les grands concepts. C'est quoi le féminisme? C'est quoi les mouvements des femmes? Aussi, ben, connaître les femmes, tu sais, qui ont contribué à la société québécoise. C'est vraiment les grands concepts. Puis, tu sais, ben oui, il y a le féminisme, mais c'est quoi l'antiféminisme? C'est quoi les impacts de l'antiféminisme? C'est quoi l'impact dans la société? La différence entre le sexisme, tout ça. Fait que vraiment très riche comme lecture là, Ouais. à ce moment-là. Mais merci de nous avoir expliqué un peu en quoi ça consistait parce que je trouve que c'est tellement important. Fait que, tu sais, je veux vraiment que les gens comprennent. J'ai envie, en fait, que quand les gens vont terminer d'écouter notre balado, fassent OK, ben je rajoute ça sur ma liste d'achats, juste pour vraiment aller... tu sais, des fois, justement, c'est des questions qu'on se pose pas, c'est des sujets auxquels on pense pas non plus. Mhm. Quand on parle, mettons, de lutte par rapport aux femmes, tu sais, tu en as nommé au niveau du suicide, au niveau du décrochage scolaire, au niveau, tu sais, il y a comme vraiment beaucoup plus que ce qu'on peut s'imaginer, là, en fait, là, à la base, là. Ben oui, c'est vaste. Puis, tu sais, aussi, c'est qu'on n'a pas à tout savoir puis à tout retenir. Tu sais, puis ça partait aussi de l'optique où, ben, on est dans une société patriarcale où les hommes sont encore majoritaires dans les sphères de pouvoir, mais dans les médias, tu sais, dans les entreprises, tout ça. Donc, tu sais, Ouais. quand on allume la télé, on écoute la radio, on va sur les réseaux sociaux, ben, tu sais, quand on nous parle des athlètes, des artistes, tu sais, c'est souvent des noms masculins, tu sais, qui reviennent souvent, les noms des rues, c'est masculin, les arénas. Ouais. Tu sais, on va se rappeler de noms ou de faits d'hommes, mais peu de femmes, puis on sait qu'on a des brillantes scientifiques, tu sais, des chercheuses, des athlètes femmes, mais la récurrence, tu sais, qu'on voit visuellement les noms ou qu'on l'entend, ben, il est tellement plus bas qu'on les oublie. Puis c'est pas faute d'intérêt, mais c'est faute d'entrer en contact. Donc, c'était ça aussi de les mettre en lumière, ces femmes-là, d'apprendre. Puis, tu sais, moi, la première,
j'oublie, puis j'y retourne lire parce que je sais pas par cœur les statistiques, puis on n'a pas besoin, tu sais, c'est surtout d'avoir l'essence, puis d'avoir un outil de référence pour nous soutenir aux besoins, là. Ben oui, ben oui. Puis c'est quoi, tu sais, mettons quelqu'un qui s'intéresse nouvellement justement à tout ce qui est féministe, puis qui, tu sais, qui a envie de lire ton livre pour en apprendre plus, qu'est-ce que tu aimerais qu'il retienne de sa lecture? Ben, je pense que la beauté puis la richesse des mouvements féministes. Puis je pense que, tu sais, ce qu'on voulait aussi beaucoup décortiquer ou déconstruire comme mythe, c'est que il y a plein de façons d'être féministe. Tu sais, on entendait des fois, ah, moi, je suis pas féministe parce que je suis pas comme telle féministe de telle époque ou, tu sais, de telle philosophie ou je suis pas militante, tu sais, au quotidien, je m'implique pas dans un organisme ou je suis jamais allée dans une manif, fait que je suis pas féministe. Mais en fait, la base, c'est de croire d'abord et avant tout à l'égalité, que les femmes ben, sont des humaines à part entière qui devraient et ont les mêmes droits, puis la possibilité de réaliser ces droits-là, tu sais, le droit à la sécurité, de vivre sans discrimination, sans violence, ben, puis qu'on peut tous y contribuer à notre manière, puis on n'a pas besoin d'être des super-héroïnes là, pour être féministe. Il y a plein de façons de l'être, il y a plein de façons de contribuer, puis juste de prendre conscience, puis des fois de rétablir des faits, des fois ça peut être une publicité sexiste, ça peut être un commentaire, ça peut être une blague de mauvais goût qui est pas drôle du tout. Ben, de se sentir plus outillé, puis aussi de savoir, je pense que c'est ça aussi le message qu'on voulait, tu sais, être féministe, c'est pas non plus être de toutes les luttes tout le temps, puis quand on n'intervient pas, ben c'est pas un échec non plus, puis ça nous rend pas moins féministes. Il faut aussi prendre soin de soi, se préserver, parce que c'est une lutte à long terme, Mhm. puis être féministe, c'est dans toutes les sphères de nos vies. Surtout si on travaille en plus dans le mouvement des femmes, fait qu'on peut pas être en lutte puis sensibiliser tout le monde, tout le temps, tu sais, du mononcle aux voisins, tu sais, dans nos milieux de travail. Puis il y a des personnes qu'on convaincra jamais. Fait qu'il faut pas mettre d'énergie non plus là-dessus. Ouais, effectivement. Nous autres, on se le dit souvent, là, comme ah, là, je m'en vais passer une fin de semaine avec ma famille. Ah, OK, mon deuxième chiffre, il embarque. Tu sais, dans le sens Mhm. que on dirait que, tu sais, veux pas, c'est des sujets, des fois, qui vont sortir des nouvelles ou, tu sais, peu importe. Puis là, hey, t'as-tu vu telle affaire? Puis là, ça n'a pas de bon sens. Puis là, t'es comme, à ta minute. Puis là, t'arrives, là, avec tes statistiques. Puis là, t'es comme, savais-tu que? Fait que là, tu sais, là, on part un peu de même. Fait que, effectivement, là, que des fois, il faut se préserver, là, parce Mhm. que c'est vraiment, je pense, tu sais, les luttes datent pas d'hier, puis je pense que elles vont encore continuer longtemps, tu sais, pour les femmes. Fait que c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment de se protéger puis de faire du mieux qu'on peut, là, avec les moyens qu'on a aussi, là. Mhm. Vraiment. Mhm. Euh, J'aurais une question pour toi. À quel droit ne voudrais-tu jamais renoncer en tant que femme? Et là là, c'est une bonne question. Tu sais, je peux répondre de façon large, je dirais le droit à l'égalité. Ça dit pas grand-chose, hein? Mais tu sais, je pense que d'être une citoyenne à part entière, c'est de là que ça part, tu sais, tu sais, pouvoir voter, c'est un symbole, mais tu sais, d'être une citoyenne à part entière, pour moi, c'est de pouvoir avoir accès à toutes les ressources, les services, de pouvoir faire des choix éclairés, d'avoir l'accès à l'éducation, la formation, l'information, pour qu'après, comme être humain, ben, on puisse se réaliser puis déployer notre plein potentiel puis contribuer pour faire une société plus riche, diversifiée, égalitaire. Je pense que tous les droits sont fondamentaux, là. Mais l'égalité, c'est de vivre dans la dignité, dans l'égalité, de pas subir de discrimination. C'est ce qu'on souhaite pour toutes et tous. Effectivement. Pourquoi célébrer le 8 mars encore aujourd'hui? Tu sais, je pense que tu l'as nommé là, justement dans ce qu'on pouvait retrouver dans ton manuel. Fait qu'on voulait savoir un peu la vision en fait que tu avais par rapport à cette journée. Ben, je pense que c'est super important de souligner encore, puis je pense pour longtemps, la Journée internationale des droits des femmes. Ben, dans une perspective historique, ça fait plus que 100 ans que c'est souligné par des militantes féministes de plein de pays du monde. Donc, je pense que
ça fait partie de notre matrimoine. C'est une journée par année où on peut mettre le focus sur les avancées, mais aussi les reculs, sur nos revendications prioritaires. C'est un moment pour faire le bilan. Est-ce que ça va bien au niveau de les conditions de vie des femmes? Des fois, dans certains secteurs, il y a eu des avancées, d'autres des reculs. D'être solidaire aussi avec les femmes d'ici et d'ailleurs, de voir différentes perspectives. Puis je pense, de prendre un moment d'arrêt aussi, comme là, c'est du côté plus militant féministe, célébrer nos luttes, recharger nos batteries, de se donner des espaces qui peuvent être revendicatifs, mais qui peuvent être festifs aussi. Je trouve que ce qui est intéressant, puis tu le mentionnes aussi dans le manuel, tu sais, que souvent, cette journée-là, ça va être utilisé pour offrir des promotions, ou des promotions en magasin, ou on va entendre c'est la journée de la femme, ou on va vouloir acheter des fleurs aux femmes. Tu sais, c'est souvent là, peut-être mal compris, puis il y a sûrement des bonnes intentions derrière tout ça, mais c'est pas ça le 8 mars, tu sais. Ouais. C'est pas une journée marketing, là. Non. C'est pas... Non, mais ça l'est malheureusement beaucoup. Puis, tu sais, je pense que ça nous montre aussi tout l'entrecroisement des systèmes d'oppression où, tu sais, le patriarcat puis le capitalisme, ils marchent main dans la main pour récupérer une action politique d'abord et avant tout, puis en faire une journée de consommation puis de marchandisation pour enlever, tu sais, toute l'importance du message politique puis de ramener les femmes comme des consommatrices d'abord et avant tout, puis à objectiver les femmes parce que c'est une journée, comme vous le dites, de promotion ou de produits de beauté, puis d'esthétique, puis de prendre soin comme si les femmes n'étaient que ça. Encore, c'est une vision très stéréotypée là, des femmes. Puis, moi, personnellement, c'est une journée où j'ai beaucoup de difficultés à garder la radio allumée ou à regarder les journaux locaux. Là. Il y en a de moins en moins papier, fait qu'on est moins en contact, mais juste le libellé de la journée de la femme, là, c'est vraiment épidermique, très difficile à entendre. Ou on peut-tu s'entendre en 2023 là, que la femme, on ne l'a jamais rencontrée, puis il y a une diversité de femmes, une pluralité. Puis en fait, c'est ça, c'est pas célébrer là où les femmes, mais les droits des femmes. Exactement. Ouais. Une portion qui est souvent évacuée, là. Mm-hmm. Puis dis-moi, est-ce que justement pour le 8 mars, est-ce que la table organise quelque chose? Est-ce qu'il y a une activité qu'on peut partager? Dans le fond, le podcast, ça va sortir à quelques semaines, à peu près mi-février. Là, fait qu'on va être proche du 8 mars. Y a-t-il quelque chose, une activité que tu voudrais nous partager? Oui, on l'a pas encore publicisé, fait que vous avez la primeur, puis ça va sortir sur nos réseaux sociaux puis le visuel la semaine prochaine. Donc, éventuellement, pour votre balado, vous aurez le lien et tout. Mais en fait, nous, comme table de concertation, on organise toujours une activité régionale avec nos groupements, mais pour le grand public aussi, la population. Donc, on est très contente cette année parce que ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas d'activité en présence à cause de la pandémie. Donc là, on va enfin pouvoir se rassembler. Il va y avoir la projection du documentaire Plus jamais silencieuse sur le mouvement MeToo. Donc, on va avoir la réalisatrice avec nous. On va pouvoir en discuter, tout ça. Puis après, on va avoir une partie plus festive où on va se donner le droit de chanter, danser et d'avoir du fun. Oh, wow! Fantastique! Dernière petite question, Marie-Ève, et après ça, on va te laisser à tes plusieurs chapeaux par la suite. Qu'est-ce que tu souhaites aux femmes pour 2050? Oh, 2050, c'est si loin. Ouais, c'est si loin. Mais ça va, tu sais, on s'en va vers là. Oui, tu sais, je leur souhaite le meilleur. C'est sûr, je leur souhaite l'égalité. Je leur souhaite une planète qui est en santé, où elles vont avoir de l'espoir, de la perspective, que les inégalités sociales auront disparu, tu sais, que aussi je pense que la contribution des femmes soit reconnue, valorisée, que les femmes soient entendues, crues, respectées. C'est ce que je nous souhaite toutes. Mais avant 2050, s'il vous plaît. Ah oui, oui, oui. On se croise les doigts que ça l'arrive avant et on espère qu'en 2050, ça va être atteint. Mm-hmm. OK. Est-ce qu'on avait une dernière question pour le 8 mars? Ça va? Je pense qu'on a fait le tour.
Écoute, Marie-Ève, ça a vraiment été un plaisir d'apprendre à te connaître, d'apprendre à connaître aussi la table puis vos actions, mais de mieux comprendre aussi le manuel, de voir un petit peu de où ça vient puis de où l'inspiration, en fait, te venait. Fait que, écoute, on te remercie vraiment pour le temps que tu nous as accordé. Ça a vraiment été un plaisir de jaser avec toi. Puis c'est sûr qu'on va surveiller là, la page Facebook de la table pour voir vos activités pour le 8 mars. Et merci beaucoup de l'invitation. Ça a été un plaisir. Enchantée d'avoir pu faire votre connaissance puis de passer un beau moment avec vous.